Ok, avant de commencer, je vais me présenter. Alors, moi, c'est Emmanuel Ouamba pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vois qu'il y a plein de nouveaux parmi nous ce soir. Nous sommes presque une trentaine, plus qu'une trentaine, pardon. Et je vois qu'il y a des nouveaux qui sont parmi nous, mais je vois également il y a il y a toujours ceux-là qui sont toujours présents depuis l'année 2022 et on continue toujours l'aventure ensemble. Et bienvenue au nouveau et bonne année 2024 à tout le monde. Je vous souhaite à tous la rentabilité. Pour ceux qui ne sont pas encore rentables, je vous souhaite à tous de la rentabilité durant toute cette année 2024. Et je vous souhaite vos premiers milliers de dollars durant toute cette année. Et j'espère que cette année sera une année de prospérité et une année pleine de santé, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien accomplir. Et donc, avant de commencer, j'aimerais dire d'abord que ce que nous allons faire ce soir, c'est une analyse un peu plus approfondie sur les opportunités dont nous allons chercher à profiter sur le marché du Forex en général, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc déjà, ce que nous allons chercher à savoir, ce sont quelles sont les opportunités ou encore comment est-ce qu'il faut préparer son année de trading. Voilà, ce soir, on va peut-être se focaliser sur ce thème-là, comment préparer son année de trading dès le début de l'année. Parce que déjà, là, nous sommes le 4 janvier 2024. Et ce qu'un trader particulier peut faire de mieux durant cette période de début d'année-là, c'est de chercher à bien préparer son année. Et comment préparer son année, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et le marché sur lequel nous allons plus nous focaliser, c'est bel et bien le Forex, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que presque tout le monde a choisi un actif Forex à analyser ensemble ce soir. Parce que lorsque j'ai fait le sondage, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui se sont branchées un peu plus sur le Forex. Notamment, je vois des actifs comme Euro, USD, GBP, USD, USD CAD, USD, CHF et plein d'autres actifs qui sont du Forex. Et donc, généralement, lorsqu'il y a ces actifs sur le Forex-là, nous allons tout simplement chercher à savoir quelle est la direction principale qui sera prise par ces actifs-là durant tout le long de cette année. Et comment est-ce qu'il faut savoir cela? Il faut tout simplement faire une analyse approfondie de la technique ou encore peut-être se pencher un peu plus sur des analyses un peu fondamentales. Mais ce soir, ce que nous allons faire, ce que nous pouvons faire de mieux, sur le graphique, c'est d'essayer d'analyser de façon technique tout le graphique qui se présente à nous et toutes les opportunités qui peuvent apparaître juste après ces opportunités, ces informations pardon, qui se présentent à nous sur ces actifs-là. Et donc déjà, ce que nous pouvons faire, comme je l'ai dit sur le Forex, pour déterminer la direction principale du marché en préparant bien évidemment son année 2024, c'est de chercher à savoir comment est-ce que le DXY bouge. OK, pour ceux qui ne savent pas, le DXY, c'est quoi? Le DXY, c'est tout simplement l'indice du dollar. Le DXY, c'est l'indice du dollar. Et vous savez bien que le dollar, c'est la monnaie refuge du Forex. C'est-à-dire, c'est derrière cette monnaie-là que tous les actifs sur le Forex euh, se cachent pour tout simplement évoluer. Voilà, on va dire ainsi de façon très très simple. Et donc, tout ce qui se passe sur le DXY, tout ce qui se passe sur le DXY se fait également de façon intrinsèque sur les autres actifs, c'est-à-dire tout ce que nous allons avoir comme évolution du marché, du prix pardon, du DXY, nous allons avoir des répercussions sur les autres actifs du Forex. Et donc, généralement, tous les actifs que vous tradez ne sont pas si différents que ça. Les actifs que vous tradez, très, très souvent, sont presque Euro USD, GBP USD, AUD USD. Tout ce qui est USD, voilà, tous les actifs, en tout cas, sont corrélés avec le dollar. Et donc, parlant de corrélation, nous allons chercher à savoir maintenant qu'est-ce que la corrélation. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, qu'est-ce que la corrélation, c'est tout simplement ce qui se passe. Comme par exemple, lorsque le DXY va à la hausse, le euro USD, l'actif euro USD va à la baisse. Et donc, c'est ce qu'on appelle la corrélation, tout simplement. On va dire, euh, il y a un certain principe de corrélation que nous allons essayer d'étudier sur les actifs pour tout simplement avoir une certaine vision un peu plus approfondie sur l'évolution de presque tous les actifs, juste en se basant sur l'évolution du DXY. Et comme
je le disais tout à l'heure, le DXY, c'est tout simplement l'indice du dollar. Et cet indice-là, l'analyse, pardon, de cet indice nous permettra de déterminer approximativement l'évolution du prix de presque tous les actifs qui se présentent sur le Forex. Et donc, le DXY, l'indice du dollar, pour ceux qui ne le savent pas, peuvent le noter quelque part, l'indice du dollar. Et cet indice-là nous permet de savoir, de connaître l'évolution, on va dire, du dollar. C'est-à-dire, est-ce que le dollar est actuellement à 600 francs CFA? Ou encore, est-ce que le dollar est actuellement à 625 francs CFA? Ou encore, est-ce que le dollar est actuellement à 580 francs CFA? C'est tout simplement ça l'indice du dollar. Et cet indice-là nous permet de savoir cela, effectivement. Donc, pour savoir comment est-ce que les autres actifs évoluent, on va devoir aller chercher à avoir des informations sur l'évolution du prix de l'indice du dollar. On va chercher à savoir si le dollar est en train d'aller à la hausse ou si le dollar est en train d'aller à la baisse. Et donc, si le dollar est en train d'aller à la hausse, nous allons chercher maintenant à faire ce qu'on appelle la corrélation avec les autres actifs, tout en cherchant à savoir également où est-ce que les autres actifs ont une certaine probabilité d'aller, c'est-à-dire quelle est la direction probable des autres actifs qui sont corrélés bien évidemment au dollar. Et donc, parlant de DXY, on parle également de USD. USD, c'est tout simplement le dollar. DXY, ça veut dire l'indice du dollar, bien évidemment, mais on va plus parler de USD ici. Et donc, vous allez remarquer sans doute que sur le marché, on a des actifs qui ont deux formules, c'est-à-dire la plupart des, des paires majeures sur le Forex ont une formule assez similaire. Les actifs qui sont bien évidemment corrélés au dollar. Et donc, ces deux formules-là, c'est tout simplement le USD XX. Ensuite, on a XXUSD. C'est-à-dire, ces deux formules-là nous permettront de savoir si nous allons chercher à entrer en position d'achat sur euro-USD. Voilà, ici pour cette formule-là, parce que euro-USD est bien évidemment pour cette formule-là. Euro-USD est formé avec cette formule XXUSD. Donc, généralement, les actifs qui sont de la formule XXUSD, nous aurons euro-USD. Nous avons quoi d'autre? GBP-USD. GBP-USD, on a AUD-USD. On a quoi d'autre? CHF, JPY-USD. Qu'est-ce que vous avez comme actif à me proposer tout simplement en corrélation avec la formule XAUSD? Let's go, allez-y rapidement. Pour ceux qui peuvent allumer leur micro rapidement et répondre à la question. CHF USD. CHF USD. CHF USD, NSD USD. En gros, ce sont les actifs qui sont le plus récurrents sur le marché. Et pour la formule USD XXX, nous avons USD CAD, nous avons USD JPY, USD JPY, nous avons USD CHF, nous avons même USD Euro, c'est un actif qui n'est pas très tradé, voilà. Et nous avons plein d'autres actifs tout simplement. USD NOK. OK, voilà, il y a plusieurs actifs voilà, qu'on peut avoir avec ces deux formules-là. On a également le gold, on a le BTC pour tout simplement ajouter les paires, c'est-à-dire les paires, les bitcoins, les crypto-monnaies plutôt, et les matières premières. XAUUSD, c'est ici. Ensuite, on a le BTC USD ici. Voilà, on a plein d'autres actifs. On a plein d'autres actifs sur le marché. OK, maintenant, comment profiter de cette corrélation-là, justement, sur le marché? Lorsque nous avons la direction du DXY, c'est-à-dire du dollar, nous pouvons avoir une idée approximative sur l'évolution de tous ces actifs-là à la fois. C'est-à-dire, on peut savoir approximativement où est-ce que le dollar, c'est-à-dire le gold ou encore XAUUSD, ira, c'est-à-dire la direction que le nord prendra dans les jours à venir, par exemple, tout en se basant seulement sur l'évolution du dollar. C'est-à-dire, si le dollar va à la baisse, on peut peut-être savoir que le gold ou encore le nord
ira à la hausse. Voilà. Et donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle la corrélation. Et donc, déjà, la formule, elle est simple. Lorsque le dollar va à la hausse, nous aurons l'évolution des actifs qui sont de la formule USD XXX qui iront également à la hausse. Je ne sais pas comment est-ce que je vais matérialiser cet exemple-là de façon très, très simple. Euh, ok, je vais plutôt l'écrire. Et donc, lorsque, on va dire, USD, lorsque le dollar a une direction baissière, voilà, on va le dire ainsi, USD XXX aura une direction baissière. Et XUSD, bien évidemment, aura une direction haussière. Voilà. Et inversement, lorsqu'on a le dollar qui a une direction haussière, nous aurons USD XX qui aura une direction. Je n'ai pas marqué baissière ici. Aura une direction baissière ici. Et là, nous aurons une direction haussière. Ensuite, pour la formule XXUSD, nous aurons une direction baissière. OK. Voilà, ça sont des notions très, très basiques. J'espère que vous comprenez un peu les explications que je suis en train de donner. On va passer tout à l'heure à l'analyse. Coach, il n'y a pas de coach. Oui, allô? Coach, pardon, j'ai un petit souci de réseau. Je n'ai pas compris l'explication des indices. S'il vous plaît, récapituler en brefant. OK, on dit l'indice du dollar permet de savoir approximativement la direction des autres actifs sur le marché du Forex. Et lorsque on sait que le dollar, c'est-à-dire l'indice du dollar, va à la baisse, c'est que ces actifs-là qui sont de la formule USD XXX iront également à la baisse. Et lorsque l'indice du dollar a une direction baissière, c'est que, et qu'est-ce que j'ai dit bon, lorsque l'indice du dollar, pardon, a une direction haussière, c'est que les autres actifs aussi iront, voilà, de façon très, très simple ici. Voici un peu l'explication qui est un peu mise ici, matérialisée ici. Et donc, tu peux lire et essayer de comprendre ça. Nous allons tout simplement faire l'analyse sur le DXY et essayer de savoir quelle est la direction que le DXY prendra durant les semaines à venir, durant les mois à venir. Et donc, pour chercher maintenant à savoir quelle sera la direction qui sera prise approximativement par les autres actifs également sur le Forex. Voilà, c'est ce que nous allons faire tout simplement ce soir. Et donc, logiquement, pour avoir, ça c'était tout simplement une explication de la corrélation de façon très, très simple. Pour ceux qui veulent capturer, faites-le rapidement. Je vais supprimer ça tout de suite et nous allons faire une analyse technique tout de suite du dollar pour ensuite déterminer la direction du dollar, bien sûr, durant les jours à venir. Capture d'écran, OK, super. OK, là, nous sommes sur le DXY, l'indice du dollar. Et là, j'ai mis le graphique en monthly ici.
OK. Là, nous avons un graphique. Mon flic se présente à nous. Ici, nous avons tout simplement une évolution haussière de là jusqu'à là, que nous appelons un wheel move. Et donc ici, à partir de ce niveau-là, il y a eu un wheel move qui a été initié juste après l'injection de liquidité qui a été initiée juste dans ce bloc de contrat-là, que nous appelons un sheet OB tout simplement. Ici, nous avons ce sheet OB-là, qui a été à l'origine de l'impulsion haussière qui a débuté juste à partir de là. Et donc là, il y a eu une injection de liquidité de la part des acheteurs pour qu'on puisse y avoir une impulsion haussière tout simplement juste à partir de ce niveau d'obstacle-là, ou encore ce niveau d'attraction du prix qui a été à l'origine également de cette impulsion haussière. Et donc, logiquement, nous avons ce real move qui a été initié de là jusqu'à là. Et ce real move a été à l'origine de la cassure de ces niveaux-là. Ce qui montre tout simplement une initiation pour parler de processus IMC. Voilà, pour le processus IMC, pour ceux qui ont lu les livres, savent de quoi je parle. Le processus IMC, c'est tout simplement un processus qui se fait généralement sur le marché pour la construction du prix, tout simplement sur certains, bon, plusieurs actifs d'ailleurs, que ce soit sur les actifs du Forex, tous les actifs d'ailleurs, les actifs du Forex, les indices synthétiques, tout. Et donc, on a ce processus-là qui est tout simplement ce qu'on appelle le mouvement d'initiation. Ensuite, on a le mouvement de la mitigation. Après, nous avons le mouvement de la continuation. Et voici le mouvement de la continuation qui a été initié juste à partir de là, office de real move. Et donc, logiquement, lorsqu'on a ce real move-là aussi, en tant que mouvement de continuation, fait office de mouvement d'initiation dans le sens où ce real move a été à l'origine de la cassure de ces deux points de structure qui se présentent ici. Voilà. Et donc, on a ce point de structure qui a été nettoyé. On a également ce point de structure qui a été nettoyé. Donc, logiquement, il y a eu quoi? Il y a eu l'impulsion haussière jusqu'à un certain niveau pour nous montrer tout simplement la direction du marché durant les mois à venir. Parce que là, nous sommes en bon fli. Nous sommes en bon fli. En bon fli, ça veut dire tout simplement que chaque bougie qui se présente à nous prend un mois pour se former. Et là, le mouvement a été initié depuis le 1er mars. À partir d'ici, bien sûr, là où est mon curseur. Là, nous sommes le 1er mars 2018. Voilà, vous imaginez bien. Depuis le 1er mars 2018, il y a eu ce mouvement haussier-là. Ensuite, on a eu cette manipulation. Le marché est revenu nettoyer toute cette liquidité là pour combler le vide qu'il y avait laissé, tout simplement. Et juste après avoir comblé ce vide-là, il y a eu une injection de liquidité, de toute la liquidité, bien évidemment, qui avait été prise auparavant. Et donc, toute cette liquidité qui a été prise à partir de ce plus bas-là, déjà, a été injectée à partir d'ici. Et donc, juste après cette injection, on a eu, comme je le disais tout de suite, hein, notre real move, bien évidemment, qui est là. Et donc, ce real move, comme je le dis, nous montre une direction approximative du marché durant les années à venir. Voilà, on ne peut pas dire durant les mois à venir, mais durant les années à venir. Parce que déjà là, lorsqu'on a un mouvement d'initiation, c'est un mouvement qui initie la direction du marché. Donc, logiquement, ce real move étant à l'origine de la cassure de ces deux points de structure, cela, bien évidemment, ce mouvement initiateur de la direction du marché. OK. Et donc, lorsque nous sommes dans un wheel move haussier ainsi, juste après ce wheel move-là qui fait office de mouvement d'initiation, tout en suivant bien évidemment le principe de, comment on appelle ça encore, c'est-à-dire le processus IMC, c'est-à-dire initiation, mitigation, continuation, comme je l'ai dit tout de suite, étant donné que ce mouvement-là est un mouvement d'initiation, on va s'attendre logiquement à ce qu'il y ait juste après ce mouvement de continuation-là, ce mouvement d'initiation-là, pardon, un mouvement de mitigation qui viendra mitiger l'obstacle qui a été à l'origine des différentes cassures de structure qui ont été faites ici. C'est-à-dire ce point de structure qui a été rompu, également ce point de structure qui a été rompu. Et l'obstacle qui a été à l'origine de ces cassures de structure-là sera tout simplement l'obstacle pardon, qui a été à l'origine de ces cassures de structure-là sera mitigé plus tard pour combler le processus IMC, qui est tout simplement le processus de l'initiation, de la mitigation et de la continuation. Et donc, juste après que cet obstacle soit mitigé, on aura bien évidemment la continuation. Et donc, ce à quoi on s'attend, c'est un mouvement de retracement, c'est-à-dire un complet mouvement de retracement qui viendra mitiger un obstacle quelque part
dans ce mouvement haussier-là pour ensuite pour ensuite avoir une continuation juste après ça. OK. Et donc, logiquement, nous sommes déjà dans le mouvement de la mitigation qui a commencé de là et actuellement, nous sommes ici. Là, nous avons le mouvement de la mitigation. OK. Ici, nous avons le mouvement de la mitigation. Et les questions qui se posent à nous ici, c'est est-ce que le mouvement de la mitigation est réellement terminé? Et comment est-ce qu'on peut savoir si un mouvement de la mitigation est terminé? Il faut d'abord savoir si l'obstacle a été mitigé. Parce que l'obstacle qui a été à l'origine de ces cassures de structure, ou encore l'obstacle qui est tout simplement à l'origine de l'initiation haussière ici, doit être mitigé. Donc, on puisse s'appesantir sur le fait que nous pouvons avoir effectivement une continuation probable juste après la mitigation de cet obstacle. Et donc, logiquement, si voilà, la mitigation de cet obstacle, on peut se dire enfin que le mouvement de la mitigation est terminé et donc on peut maintenant avoir une continuation. OK, maintenant on s'accentue sur le fait que nous attendons la mitigation de l'obstacle en question. Maintenant, quel est l'obstacle qui se devait d'être mitigé? Là est la question la plus importante ici. Et donc ici, il y a plusieurs obstacles qui se présentent dans ce mouvement, dans ce real move bien évidemment ici. Ce real move là, dans ce remove-là, ce remove, pardon, contient plusieurs obstacles qui s'attendront d'être mitigés tout simplement sur le marché. Donc, logiquement, nous allons chercher à savoir quel est l'obstacle le plus important qui a le plus de chances d'être mitigé plus tard et d'avoir la chance ou encore l'opportunité, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, voilà, d'avoir la chance de pouvoir faire impulser le marché. Parce qu'une fois qu'un obstacle est mitigé, l'obstacle qui peut être mitigé peut être ça, voilà. Ça peut être cet obstacle-là. Ça peut être cet obstacle-là. Ça peut être un obstacle un peu plus bas dans cette zone-là. Ça peut être un peu plus bas que ça, ici, dans dans ce que vous appelez couramment un order block. Ici, je vais juste dire la dernière intention des vendeurs d'aller à la baisse. Ici, ça peut être tout ça. Et donc, on a plusieurs obstacles. Et même si ce n'est pas encore fini, on a encore ça comme obstacle qui peut toujours être mitigé. OK. Maintenant, quel est l'obstacle qui a le plus de chances de réagir? C'est ce qui nous intéresse actuellement ici. C'est la question qui se doit d'être réellement posée et qui se doit d'avoir une réponse là. Et donc, quel est l'obstacle qui a le plus de chances de pouvoir faire impulser le prix lorsqu'il y aura la mitigation du marché, bien évidemment, ici. OK. Et donc, la question se pose, on va logiquement chercher à trouver une réponse évidente à cette question. On a plusieurs obstacles qui se présentent à nous. Mais quel est l'obstacle qui a le plus de chances de réagir? OK. Là, nous allons effectuer des analyses un peu plus approfondies en essayant de faire intervenir des concepts un peu plus poussés du volatility chiffre en essayant de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement ici. Là, par exemple, là, ici, nous avons eu une prise de liquidité. OK, génial. Il y a eu une prise de liquidité. Donc, qui dit prise de liquidité dit injection de liquidité parce que le marché ne va juste pas prendre seulement de la liquidité et s'attendra à ce que cette liquidité soit congestionnée quelque part. Non, le marché va prendre de la liquidité, ensuite injecter cette même liquidité pour faire bouger le marché. Donc, la liquidité est un peu comme du carburant pour le marché. Voilà. Et donc, la liquidité, on va dire, c'est un peu comme le carburant de votre moto, le carburant de votre voiture. Et voilà, qui vous permet tout simplement de vous déplacer ici. On parle de liquidité. Et une fois qu'on a de la liquidité qui a été créée et que cette liquidité a été prise par un certain mouvement qu'on peut appeler en fake move, ici, ce mouvement peut être appelé en fake move. Nous allons vérifier tout cela dans la unité de temps inférieure, bien évidemment, en essayant de voir un peu qu'est-ce qui se présente à nous un peu plus en profondeur lorsque nous avons descendu, bien évidemment, dans les unités de temps inférieures. Et donc, ici, si on si on s'appuie sur le fait que ça, c'est un fake move qui a été à l'origine de cette prise de liquidité, c'est qu'il va y avoir une injection de liquidité. OK. Et cette injection de liquidité a été faite peut-être bien et a été à l'origine de la création de ce bloc-là qui se présente à nous ici. Et donc, lorsque nous avons ce bloc-là qui se présente à nous, ça veut dire qu'il y a eu peut-être bien une injection de liquidité et qu'il peut y avoir toujours la continuation de ce mouvement vers la baisse. OK. Et donc là, nous sommes en début d'année. Nous sommes également en début du mois de janvier. Et qu'est-ce qui se passe en début du mois de janvier? En début du mois de janvier, nous avons ce qu'on appelle le fake move du mois de janvier.
Le fake move du mois de janvier, c'est tout simplement le faux mouvement qui part chercher à prendre appui sur un obstacle important pour ensuite casser le mouvement qui a commencé dès le début du mois, pour ensuite venir tout simplement chercher à prendre plusieurs points de structure pour aller dans certaines zones. Donc déjà, bon, si on parle de fake move ici, c'est que là, on va peut-être penser qu'il y a eu un fake move haussier durant le début de ce mois-là. Et donc, ce qui confirme notre concept de création de liquidité, prise de liquidité, injection de liquidité. Donc, lorsqu'il y a eu l'injection de liquidité vers la baisse, on va bien évidemment s'attendre à ce qu'il y ait la continuation baissière. Et vu que nous sommes au début du mois de janvier, on s'attend à un fake move. Et le premier mouvement de ce mois de janvier est bien évidemment une impulsion haussière, ce qui se présente par la configuration haussière qui se présente à nous ici. OK, là, nous avons ce mouvement haussier-là qui peut être potentiellement un fake move. OK, génial. Si c'est un fake move, le fake move est en train d'aller chercher un obstacle là un peu plus haut. C'est-à-dire, ce fake move-là peut-être est en train d'aller chercher un mouvement quelque part ici. Je fais une illustration rapide comme ça. Voilà, rapidement quelque part là, pour ensuite aller à la baisse, ou encore un peu plus haut, pour ensuite aller à la baisse. OK, peut-être bien que c'est ce qui va se passer. Et donc, lorsqu'il y aura la continuation baissière, il y a de très, très fortes chances que ce plus bas là soit nettoyé. Et donc là, c'est un niveau que nous allons appeler un intact buyer. C'est un niveau qui est très, très sensible et qui a de très, très fortes chances d'être nettoyé sur le marché. Et donc, on va s'attendre très, très certainement à ce qu'il y ait peut-être bien, voilà, la cassure de ce niveau-là très, très prochainement. Peut-être dans les semaines, durant les semaines à venir, durant les mois à venir. Ça peut peut-être prendre du temps si l'obstacle qui s'attend à être mitigé juste après le fake move du mois de janvier est peut-être assez long. Voilà. Et donc, si on a le fake move qui est peut-être approximativement ici, on va peut-être s'attendre à ce qu'il y ait l'impulsion baissière juste après la mitigation de cet obstacle pour qu'on puisse ensuite venir chercher à mitiger, comme je le disais tout à l'heure, l'obstacle du wheel move l'obstacle de ce wheel move là qui a débuté depuis le lundi 3 mai 2021. Voilà. Et donc, c'est ce à quoi on va s'attendre logiquement sur le marché. Donc, pour les prochaines opportunités à venir, durant les semaines à venir, ce que nous allons faire, c'est de chercher à attendre l'évolution du dollar vers une zone ici, ou encore plus haut, dans cette zone-là, ici, pour une impulsion probable baissière. OK. Et donc, logiquement, nous avons tout ça, ces informations-là qui se présentent à nous. On va maintenant essayer de chercher un obstacle ou encore un niveau d'obstacle qui a le plus de chances de pouvoir faire repousser, de pouvoir d'abord faire attirer le marché vers lui pour ensuite le faire repousser vers la baisse, peut-être bien. OK. Et donc, si pour cet obstacle-là, logiquement, bien évidemment, on sera un peu plus bon, plus avancé dans notre analyse du dollar. Et donc, logiquement, on a plusieurs niveaux qui vont se présenter à nous, notamment les niveaux de Fibonacci. Ce niveau-là que je vais marquer très, très rapidement. Ensuite, on va aller chercher un autre niveau et le marquer très, très vite. Ici, je ne peux pas faire d'erreur parce que là, nous sommes en conflit. Il faut être très, 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 très attentif dans la recherche des niveaux de prix. OK. Là, nous avons ça. Qu'est-ce que nous avons un peu plus haut? Ici, on a ça. Là, je vais marquer également ce niveau-là. Et voilà, bon, on va peut-être s'arrêter là. Là, je vais noter également d'autres niveaux qui peut être important dans la recherche des obstacles qui nous intéressent ici, notamment ce niveau-là. Tous ces niveaux que je suis en train de marquer ont des noms. Ça nous prendra beaucoup de temps pour expliquer tout cela, mais logiquement, je vous conseille d'aller vivement lire le Volatility Sheet. Pour ceux qui l'ont acheté, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, c'est l'occasion de le commander et d'aller lire attentivement la partie sur les obstacles, les niveaux d'obstacles, les niveaux de force fictive sur le marché qui vous permettront de pouvoir savoir quels sont les niveaux les plus importants qui seront sensibles à une certaine réaction du prix
lorsque vous faites votre candle by candle study. Et donc, logiquement, on a plusieurs niveaux qui vont se présenter à nous et qui sont très, très bien expliqués dans le Volatility Sheetbook, bien évidemment. OK. On a plusieurs de ces niveaux-là qui sont bien notés ici. OK. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir déjà qu'on a des niveaux un peu plus importants aussi ici. Voilà. Que je vais bien sûr noter avant qu'on puisse descendre dans les unités de temps inférieures pour une analyse un peu plus approfondie que ce que nous sommes en train de faire. OK. Là, c'est juste le fait de noter des niveaux un peu plus importants, mais bon. OK, là, nous sommes en train de noter ces niveaux-là. Un instant, je vais vérifier quelque chose. OK. Là, nous avons ces informations qui se présentent à nous pour l'instant. Et donc, logiquement, pour un bon candle by candle study, lorsque nous avons bien déterminé la direction du marché, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de descendre dans les unités de temps inférieures au fur et à mesure, afin de trouver un niveau d'obstacle assez intéressant qui sera à l'origine des différentes impulsions à venir. OK. Et donc, le zoom laisse approximativement 1 minute 30 secondes. Si je continue l'explication, on ne va pas finir malheureusement, mais on reprend le zoom dans 10 minutes pour continuer avec les explications, bien évidemment, et faire très, très vite pour finir notre analyse et trouver la bonne direction du marché durant les semaines à venir, durant les mois à venir, et pourquoi pas durant les années à venir, pour pouvoir bien profiter, bien évidemment, du marché lorsque nous faisons notre analyse. Parce que trouver la bonne direction du marché à long terme, c'est ce qu'il y a de plus mieux pour un trader, tout simplement lorsque nous sommes en train d'analyser que ce soit pour de l'intraday, pour du swing trading, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure information à avoir lorsque nous avons la bonne marché pour l'année, pour tout le mois. Voilà. Et c'est ce qui va nous déterminer tout simplement où est-ce que nous allons dans notre carrière de trading. Et donc, on reprend rapidement dans 10 minutes. Restez connectés, je vous envoie un lien tout à l'heure. À tout de suite. Ok, je disais que nous allons continuer tout simplement avec l'analyse du DXY. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous posez vos différentes questions, s'il y en a, bien évidemment, sur tout ce qu'on a vu précédemment lors du précédent jour. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que certains n'ont pas compris certaines choses? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines choses? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue tout simplement et après vous allez poser vos différentes questions? Mais s'il y a des questions qui ont besoin de réponses très, très rapidement avant qu'on puisse continuer, c'est le moment de poser les questions pour qu'on puisse aller très, très vite. Et je vous donne 5 minutes qu'on puisse aller très, très vite avec les questions. Alors, ceux qui ont des questions, vous pouvez peut-être allumer votre micro ou rapidement la poser dans le chat. Alors, allez-y. Allô? Allô. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur Stéphane. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Oui, Bon, j'ai une question au niveau de l'identification des niveaux clés. Je crois que vous parlez de open and close, et là où vous avez identifié la prise de liquidité avec des traits jaunes au niveau de l'order bloc. OK. Oui, je voudrais que vous nous expliquiez un peu encore la manière dont vous avez utilisé, parce que vous avez utilisé les open close en utilisant les niveaux, les niveaux clés, les zones, fictives de, Les zones de force fictives, les oui, de niveaux de force. force fictive et les Les zones de niveaux de force force. fictive. Oui. Je vois, tu as bien lu ça dans le livre, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. Et donc, bon, ça pour donner une explication très, très simple à ça, c'est tout simplement des zones
pour des niveaux, bon, et qui sont tout simplement disponibles sur le marché et qui sont là pour repousser le prix à partir de certaines, après une certaine attraction du prix, bien évidemment, à partir au niveau de ces zones-là ou encore au niveau de ces niveaux, bien évidemment. Et donc, on a plusieurs types de zones, il y a plusieurs types de niveaux également. Et donc, parlant de zones, une zone, c'est tout simplement, par exemple, un intervalle de prix comme ça. Et donc, pour dire tout simplement qu'on a plusieurs. OK, là, on a, par exemple, là, une zone. Ça, c'est un intervalle de prix. Ça, c'est une zone. Lorsque je place une box comme ça, c'est une zone. Et pour placer, pour considérer l'order block, par exemple, qui se trouve ici, ça, c'est une zone. Ça, on parle de zone. On a plusieurs types de zones. On a plusieurs types de zones d'obstacles. Mais après, nous avons également des niveaux. On ne peut pas qu'avoir des zones, en fait. Lorsque nous faisons du volatility chicken, je reviens à trouver des niveaux assez clés assez importants qui pourront avoir un certain impact sur l'évolution du prix dans le futur. On va bien évidemment aller chercher à trouver un peu plus de précision en trouvant des niveaux au lieu de considérer des zones entières. Parce que là, nous avons considéré cette zone-là entièrement. Et voyez-vous, ici, ça c'est une zone d'ordre bloc en monthly. Voyez-vous que cette zone-là fait combien de pips? Bon, si nous étions sur EURUSD, elle allait correspondre à combien de pips, par exemple? S'il vous plaît, arrêtez d'écrire sur l'écran, s'il vous plaît. Un instant, je vais bloquer. OK, c'est bon. OK. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais tout simplement que lorsque nous avons des zones qui sont un peu plus importantes, par exemple, là, nous sommes sur un graphique de Monfils. C'est une zone assez importante. C'est une zone très, très grande. Si ça correspond, si on part sur EURUSD, on essaie de voir la correspondance, l'équivalence de cette zone-là sur EURUSD, vous allez voir que ça peut faire plus de 300 pips. Et quelqu'un qui rentre dans une zone dans une position, dans une zone qui fait 300 pips, vraiment, c'est très, très énorme. C'est très, très énorme. 300 pips, par exemple, pour prendre juste une position, peut-être pour du swing, c'est légitime. Je ne peux pas dire que c'est trop énorme que ça, mais bon, c'est quand même assez grand. Et donc, pour 300 pips, quand même, c'est assez énorme. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ça? On va juste chercher des niveaux à partir desquels le marché va juste en venir piquer, c'est-à-dire là, partie, par exemple, ici, lorsque nous avons un instant, je ne sais pas comment je dit. OK. Et donc, par exemple, là, on suppose que le marché vient, il pique à partir d'un niveau clé ici et commence à grimper à la hausse. C'est ce niveau-là que nous allons chercher logiquement à partir d'ici, en fait. Voilà. Et donc là, comment est-ce qu'il faut trouver ce type de niveau-là? Exactement là. C'est là que vont intervenir les concepts de recherche de ces niveaux de force fictive-là que nous avons vus dans le livre, bien évidemment, dans le Volatility Sheet. Pour ceux qui ont lu, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, déjà, pour avoir ces niveaux-là, il faut considérer plein de principes. Il faut considérer plein de principes. Il n'y a pas que open close. Il y a plein de niveaux. Si tu as bien lu, tu vas te rendre compte qu'il y a des tas de niveaux qui sont disponibles sur le marché. Il y a des niveaux même que je n'ai pas mentionnés dans le livre parce que ça n'est pas vraiment la peine de les mentionner. Ils sont un peu plus, euh, ces niveaux-là sont un peu plus similaires déjà au niveau que j'ai déjà mentionné dans le livre. Mais ces niveaux que j'ai mentionnés dans le livre sont largement suffisants pour pouvoir considérer un certain point d'entrée précis sur le marché. Par exemple, là, nous sommes en Monthly. Si nous considérons ce niveau-là en Monthly et qu'on descend dans les unités de temps inférieures, ce niveau-là peut correspondre exactement à un niveau d'obstacle assez intéressant qui va nous intéresser, bien évidemment. Ici, par exemple, ce niveau-là que j'ai marqué là, voyez-vous, ça correspond à quoi? Ça correspond approximativement à un ordre de OK. Et voici la zone qui nous intéressera ici. Voyez-vous, comment est-ce que j'ai pu raffiner au maximum la grande zone
que j'ai supposé être une zone de 300 pips jusqu'à là. Ici, nous avons une très, très petite zone. Voilà, au lieu de considérer votre point d'entrée à partir d'une zone qui est assez énorme de la sorte, on va juste considérer cette petite zone-là, ainsi. Voilà. Et ça vous fait des économies. C'est ainsi que vous allez pouvoir bien évoluer sur le marché. Déjà, en weekly, ça correspond déjà à un niveau d'obstacle. En H4, c'est encore bien plus un bon niveau d'obstacle qu'on peut considérer et tout. Donc, déjà, voici un peu comment est-ce qu'il faut considérer ces niveaux et ces zones d'obstacles-là sur le marché. Voilà, voici un peu comment est-ce que ça marche. OK, excellent. OK, on ne va pas s'attarder sur ça. Je pense que si on commence à expliquer un peu plus en profondeur, ça va prendre encore plus de temps, alors que nous avons énormément de chemin devant nous. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous devons tout simplement chercher des niveaux d'obstacles qui vont repousser le prix pour les jours à venir, pour les semaines à venir et pour les mois à venir. Mais d'abord, est-ce que les questions sont terminées? Est-ce qu'on peut continuer rapidement? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je vois qu'il y a quelqu'un qui posait une question dans le chat pour savoir quand est-ce qu'il faut poser, quand est-ce qu'il faut considérer, trader les ordres de bloc et quand se concentrer sur les FVG. Bon, c'est une question assez complexe parce que généralement, en volatile code, je ne considère pas en tant que tel les ordres de bloc. Je ne veux pas dire que je ne les considère pas, mais dire comme ça, c'est tellement basique que je ne sais pas comment est-ce que je vais t'expliquer ça de façon très, très simple. Bon, en SMC, euh, classique, si on veut considérer les ordres de bloc, c'est déjà de chercher un ordre de bloc à partir duquel on a un FVG, un Fair Value Gap. FVG, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Fair Value Gap. Ici, FVG, ça signifie Fair Value Gap. Ou encore un void. Ça veut dire vide. Void, ça veut dire vide. Encore appelé imbalance. Voilà. Et donc, sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas d'imbalance, des tas de fair value gap et des tas de void, des tas de vides qui s'attendent à être comblés logiquement sur le marché par le prix pour qu'il puisse y avoir un certain équilibre d'évolution du prix, tout simplement, dans une certaine direction de taille. Donc, logiquement, lorsqu'on a, par exemple, ce type d'ordre de bloc-là et qu'on a un FVG ou encore une imbalance juste à côté, parce que c'est ça, le FVG, en fait, ici, là, nous avons notre FVG qui doit réagir. OK. Et donc, ici, nous avons cette zone-là qui s'attend de réagir. Bon, qui est un vide qui attend à être comblé. Voilà, à être comblé par le prix. Lorsque le marché va évoluer vers ici, on aura on aura un certain, le marché va essayer de combler ce vide-là avant de prendre appui dans cet ordre de bloc pour ensuite continuer. Ça, c'est la logique selon le SMC, le Smart Money Concept classique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on considère simplement les ordres de blocs. La plupart des ordres de blocs qui sont collés à des baleines, ce sont ces ordres de blocs-là qui sont appelés à bien réagir selon le SMC classique, en tout cas. Voilà. Mais après, on va un peu plus rentrer en profondeur en essayant de voir qu'il y a des trappes, c'est-à-dire des pièges qui sont souvent destinés aux traders particuliers, qui sont souvent mis en place par les algos, ou encore par algo, pour prendre le maximum possible de stop loss des traders particuliers, bien évidemment. Et pour un trader particulier qui cherche à rentrer en position ici, placera logiquement son stop loss un peu plus bas ici. Et qu'est-ce que Algo fera? Algo viendra ramasser rapidement ces stop loss-là avant de continuer à la hausse. Généralement, il y a ce type de piège-là, mais il y a également des concepts qui nous permettent de pouvoir déterminer ces pièges-là à l'avance et de ne pas se faire avoir sur,
la considération de tous les ordres de bloc sur le marché. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sur près de 10 ordres de bloc, il y a peut-être un seul ordre de bloc qui réagit le mieux en fait. Voilà. Et donc, de la sorte, il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas que des ordres de bloc sur le marché, il y a plein d'autres zones d'obstacles, il y a plein d'autres niveaux d'obstacles qu'il faut essayer d'étudier de fond en comble et voir comment est-ce que ces zones d'obstacles réagissent le plus sur tel ou tel actif pour pouvoir bien s'en sortir, bien évidemment, sur le marché. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux préparer votre année de trading. Et donc, ici, sans plus tarder, on va continuer avec notre analyse sur le DXY en allant continuer tout simplement l'analyse en weekly. OK. Là, nous étions en monthly. Là, nous étions en monthly tout de suite là. OK, excusez-moi. OK, ici, comme je le disais, là, nous avons notre mouvement de mitigation qui a débuté et qui s'attend à être terminé tout simplement. Et donc, juste un peu plus bas que ça, comme je le disais, on a nos zones d'obstacles qui se présentent ici. OK, ici un peu plus bas, nous avons cette zone-là que j'avais marquée en monthly, qui correspondait à un set to buy juste en bas ici. Mais ici, nous allons considérer ce qu'on appelle cette zone-là comme étant un sheet swap de type 2. Et donc, ce sheet swap de type 2-là fera office peut-être bien de bonne réaction si le marché revient bien évidemment nettoyer la liquidité un peu plus bas. Parce que généralement, qu'est-ce que les SMC traders essayons de faire avec l'évolution du graphique actuellement? Parce que là, vous voyez que le marché a déjà débuté une hausse. OK, c'est intéressant. Est-ce que cette hausse-là ira très, très loin? Possible. Possible que ça aille très, très loin. Possible également que cette hausse-là soit juste en fake move, comme je le disais lorsque nous étions en monthly, pardon. Voilà. Pour tout simplement induire en erreur le maximum de traders particuliers possible avant d'avoir le vrai mouvement qui va peut-être débuter à partir de ce niveau-là. Ici, ou encore là, ou encore plus beau ici, ou encore ici. Voilà, ça va dépendre de l'évolution du prix dans les jours à venir. Et donc ici, comme je le disais, il y a eu une prise de liquidité très, très rapidement. OK. Juste avant ça aussi, il y a eu cette prise de liquidité là vite, ce qui est très, très flagrant. Et donc, juste après ça, on a eu ce qu'on appelle ça, comment on appelle ça, c'est un stop and candle. Ce stop and candle-là a été à l'origine de cette prise de liquidité rapidement. Et donc, les 50% de ce stop and candle correspondent également à ce qu'on appelle là une iron base. Et cette iron base a fait office de réaction très, très vite de cet obstacle. Mais le problème, c'est que ce mouvement haussier présente des caractéristiques d'un fake move. C'est-à-dire, ça ressemble plus à un fake move que un real move, en fait. Voilà. Si c'est un real move, on pouvait s'attendre logiquement à ce qu'il y ait la continuation du prix de la sorte. C'est-à-dire là, le marché aurait plus de chances de faire ça, pour ensuite aller chercher encore plus haut et venir peut-être même ici, avant de revenir à la baisse. Mais là, il y a de très très fortes chances en fait que ce mouvement haussier-là soit seulement un fake move. Voilà, parce que généralement, le premier mouvement qui commence dès le début d'une séance donnée, que ce soit une séance de weekly, une séance de monthly et tout, il y a de fortes chances que cette séance-là soit très, très souvent un fake move. Ce mouvement, pardon, soit avec de très, très fortes chances un fake move. Et donc, logiquement, il y a des niveaux auxquels on va faire très, très attention, comme ce niveau-là ici, mais aussi ce niveau-là aussi ici. OK, là, nous avons ces niveaux. Un peu plus haut ici également, nous avons ce niveau. Un instant, je note ça. OK.
OK. Et donc, ici, je vais plus considérer ce niveau-là que le niveau en rouge. Bon, je dis niveau, j'explique pas un peu plus en profondeur parce que ça va nous prendre encore plus de temps. Et donc là, je suis plus pour ce niveau que celui-ci. Donc, je supprime ça parce que ça ne sert pas à grand chose. Et ce niveau aussi, peut-être bien que ça a des chances de réagir, mais là aussi, ça a de très, très fortes chances de réagir par rapport à celui-ci. Donc, les deux niveaux les plus importants actuellement qui ont le plus de chances de réagir, c'est ce niveau. Et s'il y a la cassure de ce sommet-là, ce qu'on va vérifier bien évidemment dans les unités de temps inférieur, c'est qu'il y aura de très très fortes chances que le marché casse tout ça pour aller un peu plus haut. Mais il y a également ce niveau-là qui a de très très fortes chances de réagir. Mais nous allons vérifier tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a des chances de réagir. Est-ce que ça peut bien réagir ou pas? OK. Et donc, on continue tout simplement notre analyse en profondeur pour trouver la zone exacte à partir de laquelle il va y avoir peut-être bien une réaction. Et donc, on fonce au daily et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe actuellement en daily. En daily, voici un peu les informations qui s'offrent à nous. En daily, voici un mouvement qui a été initié là. Ce mouvement baissier-là, ce mouvement baissier qui fait logiquement office de will move là. Et donc, ce mouvement-là a de très, très fortes chances de réagir. Si le marché réagit de façon très, très honnête dans ces zones-là, ici, il y a de très, très fortes chances qu'il y ait une très, très bonne réaction. Parce que là, ce niveau, comme je l'ai marqué un peu plus bas, ça correspond à ce qu'on appelle un sheet swap de type 1. Ici, nous avons un sheet swap de type 1 que je vais marquer ici. Et je vais noter un niveau assez intéressant ici pour compléter notre analyse pour dire que tout simplement cette zone-là a une certaine force qui a de très très fortes chances de repousser le prix à la baisse. OK. Là, nous sommes toujours en daily. On descend progressivement dans les unités de temps inférieures, mais laissez-moi vérifier ça. Ici, encore, nous avons une zone assez intéressante. Ça, c'est notre swap zone qui a de fortes chances de réagir, mais la zone qui a le plus de chances de réagir, c'est là, ici. OK. Mais je vais faire quelque chose. Voilà. OK. OK, pour l'instant, ça, ce n'est pas important. Donc là aussi, nous avons notre niveau assez intéressant qui se trouve ici. Mais bon, je ne vais pas considérer ça pour l'instant. OK, on descend progressivement dans les unités de temps inférieures. OK, là, voyons voir ce qui se passe ici. Là, nous sommes en H4, clairement, et voici un peu ce qui se passe là. Ici, nous avons ces niveaux-là qui sont très, très importants, qui sont très, très intéressants. Et juste avant ça, il y a eu prise de liquidité. Le concept que je préfère le plus, voilà, ici, il y a eu une prise de liquidité très, très vite. Une création de liquidité, prise de liquidité. Le processus parfait pour montrer qu'il va y avoir une très, très bonne réaction à partir de là. Parce que déjà là, il y a eu la création de liquidité ici. OK? Le marché a nettoyé cette liquidité à travers ce fake move-là. OK? Fake move haussier de là jusqu'à là pour nettoyer cette liquidité. Ensuite, juste après le fake move, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un will move qui a nettoyé logiquement là.
OK. Et donc, un peu plus haut, nous avons des zones assez intéressantes, encore plus intéressantes que les niveaux qui se trouvent un peu plus bas. Voilà, ici, qui ont de très, très fortes chances de réagir. Et donc là, il y a des chances quand même qu'il y ait de très, très bonnes réactions à partir de ces zones-là pour ensuite avoir une impulsion baissière. Un peu plus bas, dans les unités de temps inférieures, encore plus, nous avons tout ce qui se passe en H1, également qui nous montre qu'il y a aussi une bonne zone ici, notamment la dernière intention des acheteurs d'aller à la hausse, mais nous allons juste nous focaliser sur l'évolution du prix ici. OK. Là, nous avons ça. OK. Je vais essayer de voir si on peut voir le graphique, hein, malheureusement. OK, ici, en H4, voici un peu la présentation de cette zone-là ici. Pour ceux qui ont bien suivi le zoom du début jusqu'à maintenant, comprennent un peu ce que je suis en train de faire actuellement. Ici, là, nous attendons à ce qu'il y ait la bonne mitigation, en fait, c'est-à-dire la mitigation qui attend d'être faite depuis un certain moment. Ici, il y a eu une prise de liquidité très, très rapide. Et donc, prise de liquidité, injection de liquidité, et il va y avoir un retracement rapide pour venir chercher à prendre appui sur l'obstacle ayant été à l'origine de la cassure de ce point de structure, mais aussi de la cassure de ce point de structure, mais aussi de celui-là pour ensuite avoir une impulsion bonnement haussière durant les jours à venir. Et donc, je disais, ce mouvement-là a de très, très fortes chances d'être un mouvement, un fake move, pardon. Et vous voyez bien ici, à travers la configuration de ce mouvement, qui ne ressemble pas du tout à un real move, qui ne présente pas du tout les caractéristiques d'un bon real move. Et donc, on va logiquement zapper ce mouvement comme étant un vrai real move, tout simplement. Et donc, se focaliser plus sur le fait qu'il y a de très, très fortes chances que ce mouvement soit un fake move. Et donc, si c'est un fake move, le marché a de fortes chances également de venir nettoyer ce plus bas-là, en considérant bien évidemment ce niveau comme étant un intact buyer. Voilà. Je vais supprimer tout ça pour qu'on n'ait pas énormément de confusion et tout. Voilà. Et donc, voici un peu les niveaux qui nous intéressent pour l'instant. Je ne vais pas tarder sur l'explication de tout ça, mais ce à quoi je voulais en venir, c'est que on aura une équivalence de tout ce que je suis en train de faire comme analyse ici sur les autres actifs comme Euro USD, GBP USD, USD CAD et bien d'autres actifs, bien évidemment, en considérant bien sûr le principe de la corrélation. OK, là nous avons notre zone à court terme qui attend de réagir. Et donc là, on s'attend normalement à ce qu'il y ait une réaction de la sorte, c'est-à-dire le marché viendra peut-être bien réagir ainsi. Mais bien avant, il peut y avoir une réaction comme ça. Un instant, je vais aller en weekly pardon, pour voir un peu. Ici, ce qu'on peut avoir comme réaction. Voilà, ici également, on a des chances d'avoir une réaction très, très vite. Mais ce niveau a presque été, on va dire, testé. Voilà. OK. Et juste après, on peut y avoir une bonne réaction baissière à partir de cette zone-là jusqu'à un certain niveau vers le bas pour revenir chercher maintenant notre zone un peu plus bas ici et avoir une très, très bonne réaction à la hausse. Il ne faut pas juste s'attendre à un mouvement haussier dès maintenant. Voilà. Ça peut prendre quand même assez de temps. Et donc là, nous sommes sur le DXY. Allons voir un peu l'équivalence que nous pouvons avoir sur Euro USD.
OK, là, nous sommes sur euro-USD. Et donc, l'équivalence que nous pouvons avoir sur euro-USD, c'est bien évidemment une réaction à partir de là. À partir de cette grosse zone qui se trouve de là jusqu'à là. Toute cette zone-là est à considérer attentivement pour une bonne réaction. Voilà. Parce que là, il y a eu prise de liquidité. Voyez-vous, lorsqu'on s'attend à ce qu'il y ait, pardon, une baisse sur le DXY, voilà, à partir d'ici, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse à partir du DXY ici. OK. Là. On s'attendra à ce qu'il y ait une baisse, une hausse, pardon, sur euro-USD par équivalence. Et donc, voici la zone qui nous intéresse sur euro-USD. Voilà. Et donc ici, il y a les chances d'avoir une hausse ici. Mais bien avant ça, il peut y avoir une réaction. Voilà, Monsieur Thomas Takino a bien reformulé ce que je suis en train de dire depuis le début. J'attends une baisse du dollar à court terme. Voilà, pour les semaines à venir, peut-être pour la semaine, pour peut-être même le mois de janvier. Euh, voilà, peut-être pour le mois de janvier et peut-être pour le mois de février, jusqu'en mars peut-être. Mais pour le long terme, on s'attend à une hausse à long terme. C'est-à-dire, il va y avoir une chute lorsque le marché va atteindre un certain niveau avant qu'il n'y ait une impulsion haussière. Donc, voici un peu ce qui se passe réellement sur euro-USD actuellement. Le marché a de fortes chances de faire une impulsion haussière juste à partir de cette zone-là ici. Et, pour, pour moi, je vais plus noter ce niveau intéressant qui se trouve ici. Voilà. Et donc, sur euro-USD, il y a de très, très fortes chances d'avoir une bonne réaction juste dans cette zone-là. Ok, on est d'accord? Ok, sur GBP USD, je faisais une analyse d'ailleurs sur le GBP USD hier avec un étudiant et je lui disais que là, il y a de très très fortes chances aussi qu'il y ait une bonne réaction aussi haussière. Juste à partir de ce schéma-là, je vais supprimer ça pour que vous puissiez comprendre. Bon, ça, je sais pas. Bon, on laisse ça quand même. Ce sont des schémas qui m'ont servi pour une explication hier pendant un Zoom. Voilà, et donc voici un peu sur EURUSD ce qu'on peut attendre sur l'évolution de GBP USD aussi. Voilà, parallèlement à ce qu'on a sur le dollar. Voyez-vous, c'est approximativement la même chose. OK, on ira sur autre USD. Autre USD. Autre USD, on a ça. Et le niveau phare à partir d'ici. Voilà, à partir de là, il y a de très très fortes chances qu'on ait une hausse sur Autre USD dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Mais pour le très très long terme, on a de très très fortes chances d'avoir une baisse. D'abord, une baisse, pardon, voilà, sur les actifs XXUSD et plutôt une hausse sur le dollar. Voilà. Ensuite, on va aller sur USD CAD. Et voici USD CAD. USD CAD, c'est encore plus, c'est encore plus intéressant.
Voilà, parce que là, voilà, USD 4, c'est encore bien plus intéressant, je crois. USD 4, par équivalence, on va trouver cette zone-là, USD 4. Mais il y a de très, très fortes chances que le marché aille encore plus haut. Pour tester une zone un peu approximativement au-dessus, ici. Voilà. Il reste approximativement 2 minutes. Malheureusement, nous avons perdu trop de temps. Alors, je vais vous laisser ces 2 minutes-là pour que vous puissiez poser vos différentes questions s'il y en a. Parce que là, nous avons fait quand même le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur l'évolution du marché. Et nous allons continuer très, très prochainement et analyser encore plus en profondeur sur ces actifs-là et pouvoir trouver des points d'entrée encore plus intéressants que tout ce qu'on a sur le marché ici actuellement. Voilà. Et donc, on va trouver un jour ensemble et faire une bonne analyse très, très bientôt. Et ici, sur USD CAD aussi, on a de très, très forte chance d'avoir un mouvement comme ça bientôt. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? S'il n'y a pas de questions, envoyez des pouces dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Le Zoom reste à 1 minute 30. Oui, moi j'ai une question, coach. Bonsoir, coach. Bonsoir, monsieur. C'est Guilhem Mwamba. OK? Et j'aimerais vous poser la question sur le ISD CAD là que vous venez de faire cette analyse. D'accord. Mais euh, imaginez là, si le prix au niveau là où il peut encore descendre ou encore il peut continuer la hausse comme ça. Euh, il peut descendre, mais il ne va pas dépasser ça. Ah, ok. Voilà, avant d'atteindre ce niveau-là, il y a de très, très fortes chances qu'il n'atteigne pas ça. Sinon, il peut toujours descendre avant de continuer à la hausse. Aussi, coach, je vous écris ces derniers temps, en tout cas, vous ne me répondez pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup de préoccupations. Euh, nous avons été de la formation qui était du mois, j'espère que c'est du mois de novembre. OK? Novembre ou octobre, oui. J'avais un peu de difficultés avec le vidéo. Parfois, ça s'efface. Je suis en train de suivre, mais vous remarquez comme ça, les vidéos s'effacent. D'accord, d'accord. Relancez-moi, je vais trouver une solution pour vous. OK? Ok, ok, ok. Merci. Formidable. Alors, je vous souhaite à tous une bonne nuit parce que le Zoom va se terminer.